On en parle avec nos invités. Anne Genetet, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de La République En Marche des Français de l'étranger, porte-parole du groupe LaREM à l'Assemblée. Sébastien Chenu est avec nous également, bonjour. Bonjour. Député du Nord, porte-parole du Rassemblement National. Et je salue Sandrine Rousseau, bonjour. Vous êtes candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Dans quelques instants, on parlera notamment avec vous, bien sûr, de ces menus de cantines scolaires à Lyon qui font polémique. Mais avant cela, quand même, ce qui se passe en ce moment dans les Alpes-Maritimes, pas seulement d'ailleurs, on pourrait aussi citer Dunkerque, bien sûr, la Moselle, ces départements qui sont sous tension. Anne Genetet, on a le sentiment que le gouvernement hésite, n'arrive pas à prendre des décisions. Ça fait 4 jours qu'on attend. Le gouvernement hésite, mais il hésite aussi parce qu'il se donne le temps de la concertation. On sait qu'Olivier Véran est descendu à Nice vendredi dernier. Il a échangé avec les élus locaux. Le préfet a continué ses consultations. Il est indispensable, quelles que soient les mesures prises, de pouvoir y associer la population pour embarquer tout le monde. Et je voudrais quand même souligner que dans les circonstances très compliquées que nous connaissons, dans les Alpes-Maritimes, mais aussi dans le Nord, vous le rappeliez, ce qui marche vraiment le plus, et Martin Hirsch le rappelait ce matin en radio, ce qui marche le plus, ne l'oublions jamais, c'est vraiment tous ces gestes, ce masque, ce gel hydroalcoolique, les distances qu'on prend avec les uns les autres. Moins on se rapproche les uns des autres, moins on donne de chance au virus de nous contaminer les uns les autres. Pourquoi vous dites ça? Vous trouvez qu'il y a du relâchement? Parce que si nous voyons, on a du mal à expliquer l'augmentation de l'incidence. Si je prends les deux exemples de la Moselle d'un côté, de la Bretagne de l'autre, deux départements très comparables, avec un taux de variant très comparable, mais une incidence très, très inférieure en Bretagne à ce qu'elle peut être en Moselle. Donc il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas. Mais en revanche, ce dont on est sûr, et là ça fait maintenant de nombreux mois dont on est sûr, c'est que les gestes barrières, ça marche. L'isolement, dès qu'on a un symptôme, on n'est pas sûr que ce soit ça, ça marche. L'isolement, quand j'ai été informée que j'étais un contact, ça marche. Donc tout ça, il ne faut pas s'en priver, il faut au contraire renforcer la vigilance sur ces points-là. Sébastien Chenu, confinement local, peut-être même le week-end, et peut-être, j'allais dire, localisé, avec dans un même département plusieurs zones. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la question, c'est celle des mesures ciblées. Nous, avec Marine Le Pen, nous avons défendu des mesures ciblées depuis surtout la seconde vague, en réalité. Quel est l'état que nous connaissons? Il y a eu d'abord des dispositions assez alarmantes. On a lu qu'en février, tout ça allait exploser. Ça n'a globalement pas explosé dans le pays, mais il y a des endroits, des régions, Alpes-Maritimes, Nord, où en revanche le taux d'incidence est très important. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire peut-être? Déjà, en réalité, si on reprend la séquence depuis 1 an, peut-être que c'est dès le moment où on avait isolé le virus dans l'Oise qu'il aurait fallu avoir une mesure ciblée. Ça, c'est le passé. On sait que sur l'anticipation, ça n'a pas fonctionné. Ça a été le cas, la mesure était ciblée initialement dans l'Oise. Donc il faut des mesures évidemment ciblées, départementalisées. Il y a eu la Mayenne cet été, qui ne soient pas, ça a plutôt bien marché. D'accord, mais qui ne soient pas uniquement des mesures liées au confinement. Je pense que les mesures de télétravail, les mesures de dépistage doivent continuer. Moi, je demande que les régions, ça a été fait dans certaines régions, mais je demande que dans les régions, qu'avec les régions, on puisse tester les lycéens en particulier, qu'on puisse tester les étudiants également de façon massive, et puis les mesures d'isolement qui ne sont pas non plus, aujourd'hui, il faut bien le dire, adéquates. On n'a pas anticipé la capacité à pouvoir isoler les Français qui seraient éventuellement contaminés. Donc oui, il y a des mesures ciblées qui dépassent simplement des mesures de confinement, mais ça veut dire aussi qu'en parallèle, si on a des mesures ciblées de confinement, il faut avoir des mesures ciblées d'assouplissement dans d'autres régions pour permettre aux gens de retravailler, pour permettre aux gens de se retrouver dans le respect absolu des gestes barrières, de ce que nous connaissons et qui permet d'avoir un minimum de vie sociale. Assouplissement dans les endroits où on peut le faire, et puis mesures qui ne soient pas que liées au confinement dans les endroits cibles. Sandrine Rousseau, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions qui sont multiples, on le voit? On voit avec la situation de Dunkerque, moi je suis du Nord, je suis de Lille, et en effet Dunkerque a un taux d'incidence du variant anglais qui est très important. Le maire de Dunkerque demande des mesures particulières pour sa ville, il n'en a pas, donc quand j'entends dire qu'il y a de la concertation, je me demande dans quelle mesure cette concertation est réellement organisée. Et pour le coup, je pense que les élus locaux ont de quoi mettre en œuvre des dispositifs qui soient particuliers et en fonction des taux d'incidence. Aujourd'hui, on est vraiment dans une gestion qui est très monobloc du Covid. Or, les situations ne sont pas les mêmes selon l'endroit où on habite. Et donc, avoir des mesures qui soient beaucoup plus souples et flexibles, mais du coup, sans doute beaucoup plus efficaces et qui prennent en compte aussi les territoires où il y a le moins d'incidence et où on puisse, du coup, relâcher un peu les consignes, me semble absolument indispensable. Enfin, ça va aussi
avec la santé mentale des Français et Françaises qui ne va pas très bien, et ce confinement à 18h imposé à tout le monde a quelque chose d'en fait assez violent dans nos vies, puisqu'on n'a plus le droit que de travailler en réalité et de rentrer chez soi après. Et donc il est urgent de faire une politique beaucoup plus fine et beaucoup plus adaptée aux besoins des territoires. Alors, Anne Genetet, est-ce qu'on peut aussi faire un bilan de cette fameuse décision prise il y a un peu plus de 3 semaines maintenant par le président de la République de ne pas confiner? On voit bien que maintenant il va falloir prendre d'autres décisions probablement la semaine prochaine lorsque les vacances scolaires seront terminées. C'est très difficile d'ailleurs de tirer un bilan parce qu'on voit que bon, ça n'a pas progressé, ça a un tout petit peu baissé. Est-ce que c'était vraiment la bonne formule? Alors, je crois qu'il est important de comprendre que la clé, et on le voit bien dans différents pays, il n'y a pas qu'en France, c'est l'adaptabilité à la situation à chaque fois. Et chaque fois que nous regardons dans le passé ce qui a été fait, la décision qui a été prise au 31 janvier, c'était une décision qui tenait compte de la situation du moment. C'est très important d'en tenir compte avec la projection que nous pouvons faire sur 2 semaines. Donc, c'était la bonne décision et tout le monde l'a saluée. Nous ne pouvions pas concevoir un confinement alors que finalement les chiffres n'étaient pas dans l'explosion qui était attendue. Ce n'est pas ce que nous avons eu. Et il est important de revoir régulièrement la situation pour à nouveau s'adapter. Finalement, nous ciblons temporellement ce qu'est la situation. Et là, se pose la question... Vous n'avez pas le sentiment qu'on a fait du surplace finalement depuis un mois? Alors on a évité, vous avez raison, on a évité un confinement, même si on est dans une sorte de confinement. Saluons ici, je le rappelais tout à l'heure, saluons aussi les efforts des Français, parce que les Français sont quand même sacrément résilients. Ils acceptent finalement les mesures. Le masque, c'est rigolo de mettre un masque? Non. De se passer les mains au gel 50 fois par jour? Non. De prendre des distances? Non. De ne pas pouvoir sortir comme on veut? Non. Ils le font. Ils ont compris l'intérêt. Il faut vraiment continuer dans cette voie-là, adapter le plus possible, mais peut-être maintenant qu'actuellement, compte tenu de la situation que nous connaissons et des choses qu'on ne peut pas expliquer, je donnais l'exemple de la Bretagne et de la Moselle, il faut effectivement envisager peut-être des mesures ciblées géographiquement, territorialement. Sébastien Chenu, le bilan de ces 3 semaines là Moi, je crois à une logique assez différente, qui est celle d'avoir des objectifs. Si l'objectif c'est de pouvoir réouvrir, renforcer l'activité économique, si l'objectif c'est de pouvoir isoler les gens qui sont évidemment touchés ou éventuellement suspectés de Covid, eh bien il faut anticiper les choses. Le problème c'est que le gouvernement a été baladé un peu comme un bouchon au fil de l'eau, sans anticipation. On l'a vu sur les frontières, réclamé il y a un an la maîtrise de nos frontières. Bon, finalement, on y vient parce que c'était une bonne idée sur la gestion des eaux usées, l'analyse des eaux usées. Nous l'avions demandé depuis déjà longtemps. Les communes, les communautés d'agglo commencent à s'y mettre. Mais là encore, anticiper les choses, c'est probablement ce qui a le plus marqué. Alors, parce qu'on n'a pas anticipé, eh bien, on a enfermé les Français à 18h, tout un week-end ou toute une semaine. Ça dépend des moments que nous avons traversés durant cette pandémie. Mais la clé, c'est l'anticipation. Donc, regardons déjà dès à présent ce qu'il est possible de faire. Fixons-nous des objectifs. Lever la cloche là où ça va bien, permettre aux Français de retravailler. Continuons à tester, à isoler, à gérer les frontières, à contrôler les eaux usées. Mais vous voyez bien que l'anticipation, juste un mot, l'anticipation, bien évidemment que c'est ce que nous faisons. Mais l'anticipation, comment voulez-vous anticiper lorsque le virus déjoue toutes nos anticipations? En fixant des objectifs, c'est bien ce que je viens de dire. C'est important de pouvoir avoir à chaque fois plusieurs scénarios à notre disposition pour pouvoir toujours nous adapter au plus proche. On les a pas vus, les plusieurs scénarios. Bien sûr que si. Vous voyez bien que là, dans les Alpes-Maritimes, nous avons 3 scénarios possibles. Le confinement un peu renforcé, le couvre-feu renforcé ou le confinement. Le fait de ne pas anticiper, ça peut être une difficulté à laquelle vous avez été confronté, et je peux la comprendre sur un certain nombre de points. Il y a aussi des responsabilités que vous n'avez pas voulu assumer, comme notamment la gestion des frontières, alors que nous avions attiré votre attention et que ça aurait pu probablement jouer un rôle très efficace si ça avait été fait il y a un an. Est-ce que dans vos scénarios, il y avait ces images de la rue de Bussy à Paris ce week-end? Ça a quand même frappé tout le monde, parce que rassemblement de Parisiens, au point que les forces de l'ordre interviennent. Et en fait, pourquoi est-ce que les gens étaient rassemblés? Il faut quand même réexpliquer. Parce que les gens buvaient des coups, pardon, on dit ça comme ça familièrement, mais c'est bien ce qui se passait. Il y a des cafés qui sont ouverts, où on distribue, évidemment, où on vend des verres, des boissons. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Le problème, il est qu'on a tous envie de retrouver une vie sociale. Mais qu'actuellement, c'est indubitable. Je ne vois pas quelqu'un qui se complaît et est trop formidable de pouvoir rester tout seul chez soi. Bien entendu que non. Mais les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas d'envisager de retrouver... Vous imaginez les personnes que nous voyons là dans la rue, s'ils étaient à l'intérieur, ça serait une catastrophe dans 15 jours. Évidemment. Donc, il faut être extrêmement vigilant et rappelons que, boire un coup en prenant nos distances le plus possible, c'est pas ce que
je vois sur l'image, je le regrette infiniment. Ça veut donc dire qu'il faut réaffirmer le message. C'est pour ça que les forces de l'ordre ont dû mettez intervenir. votre masque, prenez vos distances, prenez vos distances. On peut boire un coup à 1,50 m. Sandrine Rousseau, je ne sais pas si vous avez vu ces images de Paris. Alors, dans toutes les grandes villes d'ailleurs, hein, il y avait beaucoup de gens qui sont rassemblés dans les jardins publics, au bord de la mer, évidemment. Ça vous a choqué, vous ? Mais là, les Français vont pas très bien. Hein. Enfin, je crois qu'on a besoin de retrouver une forme de vie sociale. C'est pour ça que la stratégie qui consiste à mettre en place des mesures qui sont coachées comme ça sur un territoire, sans prise en compte, par exemple, des lieux de vie des personnes. Enfin, moi, je suis tout à fait étonnée de la différence qu'il peut y avoir entre la Nouvelle-Zélande, par exemple, et sa gestion et la nôtre, puisque quand il y a un cas en Nouvelle-Zélande, eh bien, on isole cette personne, y compris de son milieu familial. Chez nous, on isole dans notre appartement ou dans notre maison, ce qui signifie que si on est nombreux à vivre dans notre lieu de vie, eh bien, tout le monde est contaminé une fois qu'il y en a un qui arrive avec le Covid ou une. Et donc, en fait, on n'a pas une gestion qui soit une gestion de dentelle très fine de ce virus. On plaque des espèces de mesures pour essayer de gérer ça. Et à la fin, on ne fait pas confiance dans les territoires pour organiser la résistance au virus et pour faire en sorte qu'il y ait une gestion beaucoup plus vraiment stratégique des cas qui sont détectés. Donc là, aujourd'hui, évidemment que le virus ne diminue pas, puisque, encore une fois, vous avez le virus, vous rentrez chez vous, il y a 6 personnes qui vivent chez vous, vous êtes confinés chez vous. Voilà. Et les autres sont cas contact, et donc, au bout d'un moment, ils ressortent et ils contaminent d'autres personnes. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas une gestion qui soit réellement ni stratégique, ni réellement adaptée au terrain de ce Covid. Voilà. Alors, je vois quand même... Pardonnez-moi de vous couper, mais la conférence de presse du préfet est enfin annoncée dans les Alpes-Maritimes. Ce sera à midi. Et ce sera à vivre évidemment en direct sur BFM TV. On en saura plus sur ce qui attend ce département des Alpes-Maritimes qui est durement touché par cette reprise de l'épidémie. J'aimerais qu'on évoque maintenant, et je vous pose la question d'ailleurs très simplement, l'affaire des cantines scolaires de Lyon. Est-ce qu'on est dans une polémique, j'allais dire, intéressante au sens où elle raconte quelque chose et elle touche des sujets de fond, ou alors est-ce qu'on est dans un truc qui est vraiment une querelle un peu ridicule? Anne Genetet. Alors sur une décision qui est, elle, tout à fait ridicule, je rappelle que c'était une promesse de campagne du maire et qui profite opportunément de la crise Covid pour faire glisser sa promesse de campagne. Là, moi, je raisonne en tant que médecin. Nos enfants, dans leurs assiettes, ils ont besoin d'avoir une assiette équilibrée plutôt qu'une assiette idéologique. Ça, c'est très clair. Et donc l'assiette équilibrée, elle nécessite d'avoir les 3 grandes classes de nutriments présentes dans l'assiette, y compris les protéines. Je sais qu'il y a des protéines végétales, mais les protéines animales en font également. Il y a aussi du poisson et des œufs. D'ailleurs, des protéines animales. Ce midi, il y a du merlu. Donc, au menu des enfants lyonnais. De toute façon, là, on voit bien qu'on est... Soit ils voulaient un menu végétarien, je rappelle que c'est nous qui en 2019, avec la loi Egalim, avons voté la possibilité, la demande d'un menu végétarien par semaine dans les cantines scolaires. Donc on peut offrir un menu végétarien, mais ce qu'il offre, c'est même pas ça. Donc on est vraiment dans l'idéologie qui vise à détruire la consommation de viande de façon aveugle et complètement dogmatique. Sébastien Chenu. Ça en dit long. D'abord, oui, ça va donner, dites donc, si les écologistes demain gèrent des régions et doivent gérer les lycées. Interdiction de la viande, parce que c'est ça, derrière ce prétexte de Covid. C'est une idéologie qui avance masquée. C'est le fait d'interdire la consommation de viande. Pour des raisons dont a pu parler effectivement Anne Genetet, oui, bien sûr, pour des raisons d'équilibre alimentaire. Je trouve ça assez incohérent. Sur la forme, le fait d'interdire, d'avoir une décision qui tombe d'en haut, et on va vous dire finalement on va faire votre bien à votre place. Je trouve ça hallucinant. Et puis surtout, on voit bien que et c'est pour ça que ça en dit long, c'est vraiment une préoccupation, pardonnez-moi, mais alors de bobo hors sol. Moi, je suis élu d'une ville qui est dite pauvre, la ville de Denain. Parfois, dans la semaine, l'endroit où on mange de la viande, c'est la cantine. Et il y a des familles dans lesquelles on ne mange jamais de viande parce que c'est trop cher. Alors oui, il faut entendre cette préoccupation sociale. Oui, bien entendu, c'est nécessaire. Et puis, il ne faut pas oublier, la France est une terre d'élevage également. Moi, je préférais qu'on fasse des choses tout à fait différentes, qu'on fasse la promotion tous les mois ou de façon hebdomadaire, tout ça reste à organiser, de nourriture et de plats qui sont ceux de nos régions dans les lycées ou dans les collèges au niveau des départements pour valoriser
valoriser la production locale, pour valoriser la consommation locale, le circuit court. Mais en fait, l'idée de dire d'en haut, on vous prive de viande, c'est à la fois un non-sens médical probablement, mais un non-sens aussi sociologique par rapport à ce que notre pays est, ce que notre pays consomme, la façon dont il rayonne, et puis un non-sens social dans le sens où voilà, il y a des gens qui ont besoin de la cantine pour manger de la viande de temps en temps. Je précise que les éleveurs du Rhône manifestent en ce moment devant l'hôtel de ville de Lyon. Sandrine Rousseau, bravo à eux. Qu'est-ce que vous répondez à Anne Genetet et Sébastien Chenu? Moi, j'ai envie de vous dire que je suis aussi élue dans une université. Je suis vice-présidente de l'université de Lille qui comprend 75 000 étudiants et on a un taux de boursiers de 39%. On fait partie des universités de France qui avons le plus fort taux de boursiers et des boursiers à l'échelon 6, c'est-à-dire les plus défavorisés, et que la demande que l'on a le plus souvent dans les restaurants universitaires, ce sont des plats végétariens. Donc, je comprends pas complètement la polémique en réalité, et surtout, je pense que c'est une polémique un peu ridicule puisque on sait aujourd'hui que la viande et particulièrement le bœuf, le veau, sont des viandes qui émettent énormément de carbone. On sait aussi qu'il y a une épidémie d'obésité dans les enfants de France. Et donc, c'est une politique de santé publique. En plus, ils ont le droit à des œufs et ils ont le droit à du lait, à du poisson. Donc, en fait, c'est juste apprendre une autre manière de manger, plus respectueuse de l'environnement, mais aussi plus respectueuse de la santé. Et je me dis que vraiment, si on en est là dans la polémique, c'est-à-dire que si tout le monde se gausse de se dire qu'on doit lutter contre le réchauffement climatique, mais que dès lors qu'on supprime un repas et une viande lors d'un repas, alors ça fait une polémique nationale, on n'est pas sorti des ronces, comme disait ma grand-mère, et je pense que vraiment, on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux du moment, puisque oui, il va falloir diminuer la viande dans nos assiettes, que ça fait partie des enjeux. Donc c'est bien une décision idéologique, exactement ce que vous reprochent vos adversaires, alors que à Lyon, les élus expliquent que ça n'a absolument rien à voir, que c'est pour des raisons pratiques. Et pour le coup, je trouvais que c'était un argument qu'on pouvait entendre, en effet, qu'on ne pouvait plus distribuer qu'un seul menu. Alors après tout, on aurait pu décider que ce soit un menu sans viande. Il a été décidé, avec viande, il a été décidé l'inverse. Là vous allez un peu à l'encontre de ce qu'on nous explique depuis 2 jours. Je vous écoute, allez-y. En quoi est-ce idéologique de lutter contre le dérèglement climatique aujourd'hui en France? Enfin, en quoi est-ce idéologique? C'est une politique qui est une stratégie qui a même été annoncée comme stratégique et comme une stratégie nationale par Emmanuel Macron. Je voulais souligner que ça n'a pas été présenté comme cela, c'est tout. Je voulais juste souligner cela. Après, moi, sur le fond, je vous laisse juge. Mais on peut le présenter de plein de manières, sauf qu'aujourd'hui, en effet, ça participe et d'une politique de santé et d'une politique de lutte contre le Covid et de situation sanitaire exceptionnelle aujourd'hui et contre le dérèglement climatique. Donc je veux dire, c'est quoi le problème en fait? Où est le problème? Et on a des œufs, on a du lait, on n'est pas dans une dénutrition des enfants, au contraire, on est dans une amélioration de leur menu et de leur repas. Bien, d'un mot juste pour conclure. Un mot, ça en dit long sur ce que pense Madame Rousseau, élue écologiste, candidate écologiste des agriculteurs. Elle dit « Les enfants souffrent d'obésité parce qu'ils mangent de la viande ». C'est exactement la phrase qu'elle a dit. Ils mangent de la viande et ils ont de l'obésité. On sait que l'obésité, c'est les sucres ajoutés, le manque de sport, ce qui est le résultat de politiques probablement éducatives qui n'ont pas été abouties. On ferait mieux de faire du sport aux gamins et de les empêcher de manger du sucre ou de les orienter vers d'autres types plutôt que de dire qu'on va casser l'agriculture française en empêchant de faire consommer de la viande. C'est honteux d'entendre ça. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir participé à ce débat. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, invitée de BFM TV dans quelques secondes. À tout de suite.